à Cotonou et au Bénin, partout d'ailleurs. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes donc sur le rendez-vous de votre bien-être. Et ce sont des douleurs au niveau du bas-ventre et vraiment atroces parfois pour certaines femmes et certaines jeunes filles. Il s'agit des dysménorrhées. C'est donc de ça qu'on parle aujourd'hui. Elles constituent les troubles gynécologiques les plus fréquents. Ce sont des moments assez difficiles hein, que vivent certaines femmes qui influent également sur leur vie professionnelle. On en parle donc dans ce numéro de Focus Santé et c'est le gynécologue Roger Clic-Pézo dans ce studio qui nous entretiendra sur ce sujet. Bonsoir docteur. Bonsoir mademoiselle. Je rappelle que vous êtes de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou qu'on appelle communément le camp Guézo. C'est donc à quelques mètres, à quelques centimètres donc de ce camp-là. On vous reçoit donc dans cette émission pour parler de ce trouble, les dysménorrhées. Mais avant de commencer, je rappelle que, chers auditeurs, vous avez la possibilité de nous appeler déjà à partir de 15h30 pour vos différentes préoccupations. Et c'est bien sûr au 21 33 84 19 et au 65 00 24 24 et par ce numéro également vous pouvez envoyer vos messages par WhatsApp. Je rappelle le numéro, le 65 00 24 24 ou appeler le fixe le 21 33 84 19 si vous avez des préoccupations et c'est à partir de 15h30 et tout de suite on parle donc de ce trouble, de ces troubles, les dysménorrhées. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors docteur Clic-Pézo, qu'appelez-vous dysménorrhée dans votre jargon de médecin? Merci. Et nous appelons la dysménorrhée une douleur. C'est une douleur qui précède, accompagne ou suit les règles, c'est-à-dire la menstruation, chez les femmes en âge de procréer. Donc ce qu'on appelle communément les règles douloureuses. Douloureuses. C'est les règles douloureuses dans nos jargons. Voilà, et à part dysménorrhée, il y a plusieurs terminologies, ou bien c'est la seule, à part les dysménorrhées? C'est essentiellement les dysménorrhées que nous appelons donc les douleurs pendant les règles. Et on en a combien de types? On en a deux types. Okay. Nous avons les dysménorrhées primaires, primitives. Ils sont les dysménorrhées essentielles chez la jeune fille. Et ces dysménorrhées sont n'ont pas de support organique. C'est-à-dire? C'est-à-dire il n'y a pas une cause qui entraîne ces dysménorrhées. Ça survient chez la jeune fille de façon spontanée. Et ces dysménorrhées disparaissent avec la première grossesse, après l'accouchement. Ça survient dès la puberté et ça disparaît avec le premier accouchement. Automatiquement. Automatiquement, ça disparaît. Donc ça n'a pas de support organique. Le deuxième type de dysménorrhée, c'est une dysménorrhée secondaire. Donc c'est des dysménorrhées qui ont une cause organique. Essentiellement, la cause ici est l'endométriose. Il peut y avoir d'autres. L'endométriose, c'est aussi un terme médical. Qu'est-ce qu'on doit entendre par cette terminologie?
l'endométriose, c'est le fait que l'endomètre se retrouve soit dans le muscle utérin. Si vous prenez l'utérus, ça a 3 couches. La couche interne, qui est l'endomètre, ça peut se trouver dans le muscle. Donc, ce n'est plus en position normale. Ou bien, quand ça se trouve dans le muscle, nous appelons l'adénomyose. Mais quand ça se trouve hors du muscle, en dehors, donc nous les appelons endométriose. Donc, c'est l'endométriose externe et l'endométriose interne. Interne, c'est l'adénomyose. Voilà. Et ça, c'est la cause. En dehors donc des dysménorrhées essentielles, au niveau des dysménorrhées secondaires, la majorité des causes, c'est l'endométriose. Mais il peut y avoir d'autres causes. Il peut y avoir d'autres causes. Et on peut avoir une idée sur ces autres causes-là? Les autres causes, c'est essentiellement chez des gens qui ont une infection. Par exemple, il peut y avoir une infection. Des fois, il y a une tuberculose génitale. Donc, mais c'est des causes rares. C'est des causes rares. Il y a des facteurs favorisants, le plus souvent, qui accompagnent. Donc, l'essentiellement, il faut retenir que, puisque c'est une douleur cyclique, ce n'est pas une douleur permanente, c'est une douleur cyclique. Mensuelle. Donc, c'est comparativement, c'est mensuel, donc c'est cyclique. Et c'est à chaque cycle que cela se passe. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure qu'on fait essentiellement 2 constats. Chez les femmes. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de dysménorrhée, s'il n'y a pas de règles. Donc, s'il n'y a même pas l'endomètre, c'est-à-dire chez les femmes qu'on enlève l'utérus, bien les femmes ménopausées, il n'y a pas de dysménorrhée. Donc, ça apparaît avec les règles. D'accord. Voilà donc qui est dit pour les causes des dysménorrhées secondaires. On va revenir donc sur les facteurs favorisants que vous avez évoqués tout à l'heure. Est-ce que dans le cas des dysménorrhées primaires, il y a des facteurs favorisants, il y a des personnes à risque? Non, les dysménorrhées essentielles, comme je l'ai dit, c'est chez la jeune fille. Donc le fait d'être jeune fille, c'est déjà un facteur favorisant. Donc, si vous commencez par la procréation, c'est-à-dire quand il y a la première grossesse qui soit terminée soit par un accouchement par voie basse ou bien un accouchement par une césarienne, dans tous les cas, dans la majorité des cas, ces dysménorrhées vont disparaître. D'accord. Et parlons des facteurs favorisants pour les dysménorrhées secondaires. Est-ce que c'est génétique? Non, ce n'est pas génétique. Ce n'est pas génétique. Il peut y avoir, et comme je le disais tout à l'heure, je disais que le premier constat, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de dysménorrhée sans cycle ovulatoire. Sans cycle ovulatoire. Donc il y a des théories qui expliquent un peu le phénomène. Vous savez, au niveau donc de théorie de la première théorie qui essaie donc de définir un peu la chose qu'on appelle la théorie spasmodique, le tonus du sphincter cervico-isthmique sur les variations de la progestérone. Donc, il y a un phénomène hormonal qui explique. Donc, s'il n'y a plus de ces phénomènes hormonaux, vous voyez que ça ne peut pas se passer. Voilà, donc, il n'y a pas de dysménorrhée s'il n'y a pas un cycle ovulatoire. D'accord. Donc, voilà qui est clair pour la survenue donc, des dysménorrhées. On va s'intéresser au mécanisme qui se met en branle pour que toutes ces douleurs-là soient ressenties au niveau du bas-ventre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau donc de ces douleurs, comme je le disais, essentiellement la cause est mal connue. Donc on n'a pas encore il n'y a pas essentiellement de cause, mais les facteurs que nous pouvons citer, il y a les facteurs cervicaux, il y a les facteurs hormonaux, comme je viens de le dire, il y a les facteurs neurologiques et les facteurs psychologiques.
si je prends, par exemple, comme je vous expliquais au niveau du col, quand je parlais donc du sphincter cervico-isthmique qui suit les variations donc de la progestérone. Vous savez que ça, le phénomène hormonal est cyclique. Il n'y a pas de dysménorrhée s'il n'y a pas un endomètre imprégné. Donc il y a l'imprégnation hormonale. Dans les autres facteurs d'infection, il y a une théorie congestive qu'on observe cette dysménorrhée chez les femmes souffrant d'une infection. Une infection. N'importe quelle infection. Oui. Quand il y a une infection, il y a un phénomène inflammatoire. Il y a l'autre théorie qui parle de théorie isthmique. Vous savez, au moment donc des règles, il y a donc des contractions. Et ces contractions donc nécessitent donc un afflux sanguin. Et lorsqu'il y a un obstacle à ce mécanisme, ça déclenche donc la douleur. Voilà. Mais il faut retenir que les dysménorrhées, la plupart de ces dysménorrhées donc sont sans cause. Sans cause. Les causes que nous avons, c'est ça que je vous ai dit, essentiellement c'est l'endométriose que je vous ai expliqué, que c'est le fait que l'endomètre qui se retrouve soit à l'intérieur du muscle utérin. L'endomètre, c'est quoi l'endomètre? Je vais dire qu'au niveau du muscle utérin, il y a 3 couches. Nous avons l'endomètre, nous avons le myomètre, qui est le muscle même. Et après, il y a la couche qui couvre la séreuse. Donc, quand au niveau de l'endomètre, donc c'est ça sur le phénomène hormonal. Et pendant le cycle, pendant les règles, l'endomètre donc est imprégné. Vous voyez que si l'endomètre se retrouve au niveau du muscle ou en dehors du muscle, pendant les règles, le phénomène se déclenche. Donc c'est un phénomène hormonal. Hormonal. D'accord. Et qu'en est-il de ce constat? Il y en a parmi ces femmes qui en souffrent, qui doivent vivre ce calvaire-là tous les mois, mais il y en a d'autres pour qui ça vient de façon aléatoire. C'est-à-dire peut-être c'est dans 3 mois, dans 2, dans 4 mois. Qu'est-ce qui explique ces modifications, ce changement de survenue? Quand la dysménorrhée survient chez la jeune fille, bien la jeune femme, je vous l'ai dit, tant qu'elle ne commence pas la procréation, s'il n'y a pas de cause, c'est que ça continue. Et ce n'est que des calmants que ces femmes prennent. Donc on va revenir certainement là-dessus, ça ne se guérit pas, c'est ça? S'il n'y a pas de cause, s'il y a la cause, le traitement, c'est le traitement de la cause. S'il n'y a pas de cause, je vous ai dit, les dysménorrhées essentielles disparaissent dans la majorité des cas lorsqu'il y a la première grossesse conduisant à un accouchement, soit par voie basse, soit par la césarienne. Et dans la minorité des cas, la partie mineure que vous n'avez pas évoquée, vous avez dit dans la majorité des cas, ça disparaît. Oui, ça disparaît essentiellement. Si ça disparaît, ça veut dire qu'il y a une cause. Voilà, donc il faudra chercher la cause, il faut consulter son médecin et qu'on recherche la cause pour traiter. Voilà. Et les personnes qui en souffrent, c'est bien sûr des femmes. Hein. Maintenant, les symptômes, on n'en a pas parlé du tout au début de cette émission. C'est l'occasion de revenir là-dessus. Comment ça se manifeste? La manifestation de cette pathologie, c'est essentiellement la douleur. D'intensité variable. Cette douleur, dans 10% des cas, est invalidante. C'est-à-dire, ça agit sur l'individu qui peut ne pas aller au service. Ouais, donc il y a des conséquences sociales. Il y a l'absentéisme dans les écoles. Le plus souvent pour les jeunes filles. L'absentéisme dans les écoles pour les jeunes filles. D'accord. Et à part, vous avez parlé donc de ces phénomènes-là, l'absentéisme, sur le plan professionnel aussi, à part l'école, il y a aussi des dames qui en souffrent, qui ne peuvent pas se déplacer pour peut-être aller
au boulot. Vous avez parlé de douleur. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres quand on parle de symptômes, par exemple les vomissements, les fièvres et d'autres malaises? Non. Je disais bien que la dysménorrhée, ces manifestations, c'est essentiellement la douleur. Cette douleur peut être accompagnée, c'est parfois par des maux de tête, c'est-à-dire les céphalées. Oui. Ça peut être accompagné par des troubles digestifs, un peu de vertige, mais ce n'est pas de façon régulière. D'accord. Je rappelle que je suis en compagnie du docteur Roger Clépezo de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et nous parlons des dysménorrhées, chers auditeurs. Dès que vous avez des préoccupations, si dans quelques minutes vous pouvez appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 ou déjà même envoyer des messages par WhatsApp même maintenant pour poser vos questions sur le thème du jour, les dysménorrhées. On en parle, on a évoqué quelques aspects déjà en début d'émission et on continue sur d'autres aspects et on va s'intéresser aux statistiques. C'est vrai que c'est un sujet un peu compliqué, délicat, quand on parle de chiffres dans nos pays sous les tropiques ici, ça se complique un peu, mais on va s'y essayer. Est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques sur ce mal-là, par exemple le Bénin? Oui, pour les dysménorrhées, dans la plupart des études, une femme sur 3 se plaint donc de cette douleur. Ça varie soit de 30% à 50% pour les femmes en âge de procréer. Parce que les femmes ménopausées, il n'y a pas de dysménorrhée. Les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leur règle, il n'y a pas de dysménorrhée. Donc c'est chez les femmes en âge de procréer. Donc, les chiffres varient le plus souvent entre 30 à 50%. 50%, c'est beaucoup. Des femmes en âge de procréer se plaignent de cette douleur. Et elles viennent consulter souvent pour... Oui, elles viennent consulter souvent. Il y en a qui consultent ou bien en discutent avec leurs parents. Et comme les mamans ont déjà eu ce souvenir et ont déjà eu des traitements symptomatiques, et donc essaie donc de leur indiquer donc des médicaments pour calmer. En prenant donc des calmants jusqu'à ce que la jeune fille se marie et commence donc de la maternité, les douleurs régressent. Automatiquement. Les douleurs régressent automatiquement. Voilà, les statistiques concernant le Bénin, c'est 50%, hein, de 30 à 50%, c'est quand même important. Donc on va s'intéresser aux astuces pour peut-être calmer les douleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand une jeune fille, là on parle des dysménorrhées primaires, elle ressent ces douleurs-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Lorsque la jeune fille a une douleur pendant les règles, il faut qu'elle discute avec les parents ou son médecin pour qu'on lui donne d'abord les calmants, c'est-à-dire pendant les périodes des règles ou bien dès l'apparition donc de cette douleur, elle essaie donc de prendre des calmants, soit c'est les antalgiques, c'est-à-dire paracétamol par exemple, les médicaments similaires donc genre paracétamol, ou bien les antispasmodiques. C'est l'exemple de Spasfon, si je donne un exemple. Oui, on va donner les noms des produits. Donc, ce sont des calmants, c'est des exemples que les gens peuvent prendre. Mais il faut consulter un médecin pour avoir donc de ces calmants. Il y a d'autres traitements plus spécifiques que le médecin pouvait donc prescrire. Et il faut chercher la cause. Et comment vous cherchez la cause? Il faut éliminer une cause organique et comme je l'ai dit, il faut souvent faire une échographie. Voilà. Il faut souvent faire une échographie pour voir s'il n'y a pas d'autre cause. Voir s'il n'y a pas une infection. Donc, ce n'est pas à l'échographie, mais il faut faire un examen clinique pour voir si au niveau de l'intéressé, il y a fait un bilan dans le cadre de l'infection. Si vous allez à l'hôpital, le médecin, le gynécologue sait comment rechercher ces causes.
S'il n'y a pas de cause, il dit bon, après l'examen clinique est normal. Oui, mais si, il faudrait que la patiente manifeste la volonté de chercher les causes, bien comment ça se passe souvent? Non, il faudrait que la patiente manifeste la volonté d'aller consulter un médecin. Discuter avec ses parents. Comme je dis, c'est le plus souvent, d'ailleurs, le plus souvent, c'est les jeunes filles. Donc, il faut d'abord discuter avec les parents et chercher à aller consulter un médecin. Si vous n'avez pas cette volonté, comment vous allez connaître s'il y a une cause ou pas? Oui, quand on consulte, il y a parfois des calmants qu'on administre. Le médecin va essayer donc de vous prescrire des produits pour calmer. Oui, mais il faudrait vouloir aller au-delà de ce simple geste de calmer. S'il n'y a pas de cause, le traitement n'est que basé donc sur les calmants. Vous pouvez faire ça pendant 5 ans, ce n'est que des calmants. Puisque c'est des dysménorrhées essentielles, sans cause. S'il n'y a pas de cause, vous allez traiter. Vous devez Est-ce que calmer. d'emblée, quand c'est une jeune fille qui présente ces douleurs-là, on se dit, voilà, c'est certain que c'est les dysménorrhées primaires. Est-ce qu'on s'en arrête là tout de suite? Non. Quand c'est une jeune fille qui présente des douleurs, il faut l'examiner. Il faut d'abord l'interroger, l'examiner. Et dans la conclusion, le médecin va dire, bon, je n'ai pas trouvé une cause. L'examen clinique est normal. Sur le plan échographique, il ne trouve aucune cause organique. Il conclut qu'il s'agit d'une dysménorrhée essentielle de la jeune fille. Et là, les parents savent Et là, ça permet de rassurer l'individu qu'il n'y a pas une gravité. Il ne faut pas courir par-ci, par-là pour se lancer dans des traitements traditionnels, oui, à ne pas en finir. Oui. Non. Déjà, le fait d'avoir l'assurance, c'est un traitement. Le fait d'abord que le médecin te rassure qu'il n'y a rien de grave, ça arrive toujours chez les filles. Et le plus souvent, ça va cesser d'ici à là, ça rassure la jeune fille. Oui, comment ça s'explique qu'on n'ait pas encore déterminé de cause? C'est vrai que ça arrive pour d'autres maladies, pour plusieurs maladies d'ailleurs. C'est quoi? Quelles sont les recherches par rapport à ce mal-là, ces douleurs? Vous savez, la dysménorrhée chez la jeune fille, s'il y a de cause, c'est l'endométriose, on en a déjà discuté. Mais s'il n'y a pas de cause, et nous avons dit que c'est une dysménorrhée essentielle, c'est qu'il n'y en a pas. Mais je vous ai donné l'exemple que s'il n'y a pas de règles, Oui. il n'y a pas de dysménorrhée. Donc, il faut voir d'abord les facteurs. C'est parce que tu as tel âge. Les règles constituent. Il faut d'abord commencer par avoir c'est à partir de la puberté. Donc, c'est les femmes en âge de procréer constituent donc des femmes à risque. C'est dans cette population que nous avons cette pathologie. Okay. Est-ce que avoir ces règles un peu plus tôt augmente les risques d'être touché par pas une maladie, ce mal-là? Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les règles le plus tôt ou bien le plus tard. Non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on a entendu dire que les règles de manière un peu précoce pourraient quand même être des facteurs favorisants, un facteur favorisant des dysménorrhées. Voilà, que le médecin nous rassure là-dessus. Il n'y a pas du tout de lien avec la précocité. Il n'y a pas de lien. De la survenue donc des règles. Et parlant toujours de ces dysménorrhées, est-ce que on peut les prévenir? C'est vrai qu'on ne connaît pas les causes, mais on pose des questions comme ça. Est-ce qu'on peut prévenir les dysménorrhées? Et il est difficile de dire qu'on va prévenir les dysménorrhées. Si vous voyez déjà le mécanisme, la période, c'est la période donc, de la procréation, c'est la période d'activité génitale. On va demander à la jeune fille de ne pas avoir ses règles? Non. Parce qu'on nous parle aussi de l'alimentation, des activités qu'on mène qui pourraient agir sur l'organe en question. Est-ce que manger trop sucré, par exemple, n'influe pas sur notre état d'âme quand on a les règles, par exemple? Je n'ai pas
preuves scientifiques sur ces rumeurs. Et sur les alimentations, à ma connaissance, je n'ai pas de preuves là-dessus, que l'alimentation influe sur la dysménorrhée. Vous en avez quand même entendu parler. Il y a plusieurs théories, les gens en parlent beaucoup des causes, j'ai mangé tant, c'est parce que, mais et je vous avoue que je n'ai pas une connaissance dans ce domaine. D'accord, on va donc pas s'y attarder puisque vous dites que c'est pas scientifiquement prouvé. Et le traitement maintenant, on va y aller pour les traitements. Et moi, je m'intéresse d'abord au traitement sur le plan sur le plan traditionnel. Vous avez survolé la question tout à l'heure puisque plusieurs femmes font recours à la médecine traditionnelle pour lutter contre ce problème-là. Oui, je sais qu'il y a donc sur le plan traditionnel, les gens utilisent des potions pour calmer. D'habitude, mais quand vous avez des douleurs, nos parents ont ces vertus, ces feuilles qu'on donne pour calmer la douleur. C'est la même chose. Donc c'est des calmants. Ce n'est pas un traitement d'une cause donnée, mais c'est pour calmer la. On sait que quand la douleur survient, si je donne ça, ça peut se calmer. C'est comme ça aussi que nous avons aussi des médicaments qu'on prescrit pour calmer donc, ces douleurs. Et les médicaments par palier de ces antalgiques pour calmer les douleurs, il y en a quand vous allez avec le premier palier, bon, ça se calme tranquillement. Mais il y a d'autres qui résistent. Il y a des dysménorrhées très intenses. Donc il nécessite des fois de l'hospitalisation pour mettre en place un traitement calmé avant de libérer donc la patiente. Ça, c'est sur le plan médecine moderne. Ça, c'est sur le plan médecine moderne. Mais sur le plan traditionnel, il existe des feuilles que les gens utilisent. Je n'en connais pas grand-chose, mais je sais que ça existe parce qu'il y a beaucoup de patientes qui viennent nous voir. Oui, moi, j'avais ça et on m'a donné telle feuille, ceci, puis ça disparaît. Mais ce n'est pas que tous les mois, il faut l'utiliser. Donc, ce n'est que des calmants pendant la période de survenue de cette douleur. Oui, mais est-ce qu'il y a un travail qui se fait entre vous et les médecins, les tradithérapeutes dans ce cadre-là pour peut-être vous entendre sur ces calmants qu'on prescrit aux jeunes dames et aux dames qui vont vers ces médecins traditionnels? À mon niveau, personnellement, je n'ai pas encore commencé par collaborer avec les tradithérapeutes dans ce domaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui en font, mais je sais qu'il y a aujourd'hui une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Donc, aller chez le médecin traditionnel, c'est pas déconseillé, c'est aussi, on peut trouver des issues par là. Je ne conseille pas parce que quand je n'ai pas encore de preuves, je n'arrive pas à vous conseiller dans ce domaine. Je vous ai dit que c'est des rumeurs. Les gens disent, ah, j'ai fait ça, ceci. Mais moi, je n'ai pas ces preuves. Je ne peux pas dire aujourd'hui sur l'antenne ce que je ne connais pas. Evelyne Messon qui a donc posé son problème, elle voudrait savoir pourquoi ces douleurs-là surviennent encore après la maternité. Elle a aujourd'hui 44 ans, elle souffrait de ces douleurs à 17 ans, elle a eu des enfants et patatras, les douleurs reprennent. Comment ça s'explique? Merci, madame. Je remercie les auditeurs pour leurs questions. Je pense que vous voulez que je commence par la dernière question. Oui, par la dernière. C'est très bien. Vous savez, elle a dit déjà à 17 ans, elle a commencé les premières règles avec les douleurs. Mais après la procréation, donc pendant les grossesses, les accouchements, il n'y a plus de durée, de douleur. Oui. C'est ce que je disais. Donc ça, elle avait commencé par les dysménorrhées essentielles. Donc, ça a disparu avec les grossesses et les accouchements. Mais l'apparition maintenant de ces dysménorrhées après la procréation peut s'expliquer par le fait qu'il peut y avoir d'autres causes. Maintenant, il faut qu'elle consulte. Ça peut être une dysménorrhée secondaire. Parce que pendant la période des règles ou bien des accouchements, il se pourrait que l'endomètre se retrouve soit à l'intérieur du muscle ou à l'extérieur du muscle.
donnant l'endométriose, dont je parlais, interne ou externe, qui auront les mêmes douleurs cycliques. Donc ça peut être une dysménorrhée secondaire. Dans tous les cas, il faut qu'elle consulte un médecin pour chercher une cause. D'accord. Donc, elle n'a pas encore fait. On va lui conseiller donc de se rapprocher vers les spécialistes de la question pour savoir ce qui se passe vraiment dans son organisme. Et puis, il y a eu d'autres questions. Hein. Il y a la première, par exemple, Monsieur Roger Beignon qui demandait si les dysménorrhées pouvaient entraîner la baisse de libido chez les femmes. Je pense que je n'ai pas une connaissance parce que la dysménorrhée ne peut pas avoir une conséquence sur la baisse de la libido. Mais ce que je sais, oui, sur la femme qui sent une douleur, la femme qui sort d'une période douloureuse, si vous voulez donc s'approcher d'elle, elle n'a pas souvent envie. Donc si juste après les règles, ou bien pendant, et juste après les règles, où elle continue encore les douleurs, ou bien qu'elle a qu'elle vit encore cette douleur, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Donc, il faut attendre d'abord qu'elle oublie un peu donc, cette période douloureuse. D'accord. Donc, les douleurs et l'envie, c'est vrai, c'est deux choses différentes. Donc, ça pourrait s'expliquer logiquement qu'il y ait baisse de libido, mais il n'y a pas de preuve scientifique, c'est ce que vous voulez dire. Mais je sais que quand la femme sent une douleur, elle n'a pas envie. C'est normal. Donc, psychologiquement, elle n'est pas présente, donc elle n'a pas ces idées-là et elle ne jouit pas comme il le faut. Je m'attarde cette fois-ci sur la préoccupation de Jocelyne Acha qui parle de ces règles et de ces douleurs qui viennent même avant les règles. Un peu, vous avez compris un peu sa question et vous allez certainement lui donner réponse à sa préoccupation. Oui, parce que dans la définition, nous avions dit que les dysménorrhées sont des règles des douleurs qui viennent avant. Sont des douleurs qui précèdent, accompagnent ou suivent les règles. Donc, sentir la douleur un peu avant les règles, ça peut s'expliquer, ça devient une dysménorrhée. Oui, mais est-ce que c'est combien de jours, par exemple, il faut prendre en compte, par exemple, les règles qui doivent peut-être apparaître le 5 et que les douleurs commencent déjà vers la fin de l'autre mois, peut-être le 25, est-ce que c'est pas problématique ou bien le 29? Combien de jours après les règles ou bien avant les règles? Combien de jours avant les règles, puisqu'elle a parlé de la période cette période prémenstruelle, c'est variable d'un individu à un autre. Il y a une autre qui peut sentir cette douleur à la veille, d'autres peuvent une semaine avant, d'autres 3 jours avant, c'est variable. Mais c'est quand même à l'approche. Et dès que la femme sent cette douleur, elle sait qu'elle aura donc les règles. D'accord. Donc là, il n'y a pas encore de souci à se faire. Non, il n'y a pas de souci à se faire. Ça peut vraiment être des dysménorrhées et ça dépend de son cycle mensuel aussi. Dans tous les cas, quand ces choses-là surviennent, on consulte rapidement un médecin qui élimine ce qui est grave. Il dit non, il n'y a rien. S'il n'y a rien, donc tu es rassuré. Parce qu'elle a également fait ses démarches, je pense, selon les explications qu'elle a données. Elle a fait des échographies et il n'y a rien eu à signaler. Donc, c'est certainement les dysménorrhées primaires. Primaires, comme je l'ai dit, sans cause. Voilà donc Monsieur Dansou Marcelin qui a posé une question qui m'a fait un peu sourire parce qu'il a tiré des conclusions compte tenu de vos explications. Vous avez tout à l'heure fait comprendre que les dysménorrhées disparaissaient, en tout cas celles primaires disparaissent quand la jeune fille accouche, quand elle fait son premier geste, quand elle fait sa première expérience de la maternité. Il demande si ça ne fait pas le lit à la survenue des grossesses indésirées, la multiplication de ce phénomène-là. Non, parce que la jeune fille doit être informée sur le déroulement, le vécu de ces règles. Donc c'est l'occasion pour que les parents en parlent avec la fille qui commence ses règles. Donc échanger, la maman doit travailler sa fille psychologiquement, lui dire ah non c'est comme ça, prends ton temps pour étudier, il y a des calmants. Donc vous donnez des calmants, ça donne le confort, la jeune fille continue ses études. Et psychologiquement elle sait que c'est pour un temps. Le temps qu'elle termine ses études, qu'elle trouve du travail,
avant, elle sait que ça va disparaître d'ici à là. Donc, il faut rassurer la jeune fille. C'est ne pas rassurer les jeunes filles, dire qu'on n'en parle pas. Alors qu'aujourd'hui, l'Internet, ce que nous disons, les Yankees, ils vont sur l'Internet, ils ont les informations. Et si la maman n'a pas pris le temps de travailler sa fille, de la rassurer, elle peut agir autrement. Merci, madame. Donc, c'est surtout une question de sensibilisation, d'information. Et dès que la jeune fille est informée sur donc, les aspects, les différents aspects de ce mal-là, elle pourrait patienter, quitte à avoir une assise, on va dire, à se sentir une femme, on va dire, entre griffes, accomplie, avant peut-être d'avoir un enfant. Donc, monsieur Dansou Marcelin, on vous rassure, hein, il n'y a pas de facteur là à multiplier les grossesses non désirées. C'est une question d'information, de sensibilisation surtout des jeunes filles. C'est une question de dialogue, j'allais dire, entre parents et enfants. C'est important et d'ailleurs, ça l'aide dans plusieurs domaines. Hein. On l'a toujours dit, le dialogue règle beaucoup de problèmes. C'est donc important à ne pas négliger. On s'achemine vers la fin de cette émission. On ne va pas quitter ce studio sans parler du traitement proprement dit. C'est vrai qu'on a survolé aussi la question tout à l'heure, mais dites-nous, surtout quand il s'agit puisque des dysménorrhées secondaires, puisque c'est dans ce cas-là seulement qu'on peut parler de traitement, comment ça se fait? Oui, comme je vous l'ai dit, pour les dysménorrhées essentielles, tout le monde reconnaît, les mamans qui ont déjà fait leur expérience savent que juste quand commence la maternité, ça disparaît. Donc, la gestion, le traitement qu'il faut donner, c'est un traitement des signes symptomatiques donnés dans des calmes. Pour les dysménorrhées secondaires qui ont une cause, il faut traiter la cause. C'est la cause que l'on trouve qu'il faut traiter. Donc, nous ne pouvons pas citer le traitement dans ce cadre. Oui, quand quelqu'un va, quand vous prenez l'endométriose, c'est une pathologie dont le traitement, des fois, est difficile. Comment? De l'endométriose, donc des fois, ça forme des kystes. Entre autres, des fois, ça dépend du stade. Vous pouvez mettre donc les gens sous progestatif, Antoine. Je ne vais pas citer du traitement ici sur ce plateau, mais je vous dis que ça peut donner donc des kystes endométriosiques. Et quand ça se répand un peu dans l'abdomen, le traitement devient difficile. Donc il y a des médicaments qu'il faut donner. Des fois, le traitement peut réussir correctement. Des fois, c'est un traitement qui est un peu pénible. Donc, le résultat n'est pas toujours ce qu'on a. Et ça peut être des fois à la base de la stérilité. De la stérilité. Donc, il faut consulter un médecin. Lorsque le diagnostic se pose, le traitement existe. Le traitement existe. Sera adapté au stade de l'évolution de la maladie. Et oui, certainement qu'il y a des cas bien précis qui pourraient nous servir de cas d'école pour comprendre un peu comment ça se traite, les dysménorrhées secondaires, à part l'endométriose. Les dysménorrhées secondaires, je disais qu'il faut traiter la cause, mais quand tu prends l'endométriose, soit on prescrit des médicaments. Ça peut aller même jusqu'à aller faire une opération. Donc l'intervention chirurgicale. Ça peut amener l'intervention chirurgicale. Au niveau de l'utérus, comment ça se passe? Cette intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale, si c'est, comme je le disais, ça dépend du stade. Si ça nécessite qu'il faut opérer et réduire la taille de l'adénomyose, on le fera. S'il y a des kystes endométriosiques qu'il faut enlever, si c'est possible, on enlève, on met la personne sous un traitement. Donc il faut savoir que c'est une intervention bien spécifique, qu'on ne peut pas se mettre ici à détailler la technique. Voilà, donc pour qui se sent concerné, s'oriente vers un médecin. Pour qu'on ne cite pas des médicaments dans l'endométriose précipitant et on va auto-opérer. Et si
Si l'utérus est gros, des fois l'utérus est gros, donc vous voyez, dans un gros utérus, il faut voir si c'est opérable, est-ce qu'il faut réduire la taille. Et si c'est chez une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant, l'attitude diffère du stade. Si c'est déjà une femme qui a pratiquement fini de procréer, on peut décider d'enlever pourquoi pas l'utérus. Tout ça dépend, n'allons pas rentrer dans ces détails ici. Ça dépend, c'est le médecin qui voit, non, celle-là n'a plus besoin d'enfant, et je vois, et ce qu'elle a, c'est une endométriose, ceci, et décide donc du traitement qu'il faut imputer. Si l'endomètre disparaît, vous n'aurez plus ces phénomènes. D'accord. Il y a aussi cette question-là qui revient souvent. Est-ce que le planning familial, en tout cas les implants par exemple, tout ce qui entre en ligne de compte dans le planning familial, est-ce que ça peut conduire vers des règles douloureuses sur le plan secondaire dont vous parlez? Non, le planning familial ne peut pas entraîner ces règles douloureuses. Au contraire, les pilules règlent beaucoup les problèmes. Comme j'avais commencé, je ne voulais pas citer les médicaments. Quand la jeune fille vient, on ne trouve rien, elle veut étudier, bon, on peut lui prescrire des pilules pendant un certain nombre de temps, des fois sous des ostroprogestatifs, ça peut régresser. Donc la contraception... La contraception aide beaucoup dans le traitement des dysménorrhées. Et ce n'est pas le contraire, ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir avec l'effet contraire. Voilà. Chez les jeunes filles, le plus souvent, les pilules règlent un peu les problèmes. Quand il y a des kystes et des ovaires micropolykystiques, en tout cas le médecin met la jeune fille sous la contraception. S'il y a des kystes et qu'on peut traiter, parce qu'il y a des kystes qui nécessitent donc des opérations. Et dans les dysménorrhées essentielles de la jeune fille, en mettant donc la jeune fille sous des ostroprogestatifs, ça peut régler le problème. Ça dépend donc. Ça peut régler. Donc, dans des antalgiques, on peut mettre dans des ostroprogestatifs. Et pendant qu'elle étudie, elle est sous ses contraceptifs. Ça l'aide beaucoup. Elle n'attrape pas une grossesse. Elle règle ses problèmes de douleur et a le confort pour elle. Mais nous ne pouvons pas, ici, on ne peut pas citer le traitement. Le médecin adapte l'attitude selon le niveau, selon le cas qu'il a devant lui. D'accord. Et l'abondance des règles du sang au cours de cette période-là, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les dysménorrhées? Non, l'abondance des règles, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les dysménorrhées. D'accord. On est pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Roger Clipizo, vous avez certainement votre mot de la fin à placer avant qu'on s'en aille. Oui, merci. Et je voudrais, pour terminer cette émission, inviter les parents à échanger avec leurs filles. Je dirais que c'est une pathologie qui concerne essentiellement les jeunes femmes, les jeunes filles, surtout les élèves. Surtout les élèves. Donc, la jeune fille, si elle sent cette douleur, elle doit d'abord discuter du déroulement, du vécu de ses règles avec ses parents. Et si la maman peut lui donner quelques conseils selon ses expériences, mais il faut consulter un médecin pour être rassuré. Tout ce que nous disons, il peut y avoir des causes qu'on peut rapidement traiter, ou en laissant ça peut entraîner d'autres causes. Donc il faut que le médecin dise, ah non, ce que la jeune fille, ce que ta fille a, il n'y a pas de problème, on va lui donner des calmants, il n'y a rien de grave. Lorsque le médecin dit ça, on est pratiquement guéri à plus de 50%. Donc les parents ont un grand rôle à jouer. Donc j'invite les parents à discuter avec les filles. Je n'ai pas dit, ah ça on ne va pas en parler, et les tabous. Non, aujourd'hui, les antiques, l'enfant est au courant de tout. Oui, de tout, même quand on veut le cacher, l'enfant est au courant de tout. Merci à vous, docteur Roger Clipizo, pour ce conseil et surtout pour ce message très important. Vous êtes gynécologue à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Aujourd'hui, on a parlé des dysménorrhées. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on se retrouve mardi prochain.